Des fois, une histoire de crime qui a l'air toute simple en surface cache quelque chose de beaucoup, beaucoup plus sombre. Aujourd'hui, on plonge dans les archives pour se pencher sur le meurtre d'un épicier en 1924. C'est une affaire qui, même 100 ans plus tard, soulève encore d'énormes questions. D'un côté, on a la version officielle, un vol qui a mal tourné, une affaire classée. Puis de l'autre, on a ce doute qui s'installe. Et si tout ça, ce crime rapporté dans le journal comme un simple fait divers, c'était en fait une exécution planifiée? C'est exactement ce mystère-là qu'on va explorer ensemble. Bon, revenons à la base. On se transporte le 8 septembre 1924, à Verdun. Notre victime, c'est François-Xavier Beauvais, le propriétaire d'une petite épicerie sur le chemin La Salle. C'est une soirée qui s'annonçait pas mal tranquille, mais qui va complètement basculer dans la violence. Tout ça se passe en l'espace de quelques minutes à peine. À 9 heures du soir, 4 hommes arrivent. La femme de Beauvais, qui berce son bébé, va le chercher dans la cour pour qu'il vienne servir. 1 minute plus tard, bang, elle entend 3 coups de feu. Les hommes s'enfuient en vitesse. Elle découvre son mari, la main sur sa poitrine, en sang. Il essaie de se rendre au téléphone, mais il s'effondre. Moins de 30 minutes plus tard, c'est fini. C'est rapide, c'est brutal, c'est une tragédie qui laisse tout le quartier sous le choc. La police met pas de temps à faire des arrestations et le procès a lieu dès l'année d'après, en 1925. On dirait que l'affaire va se régler vite fait, bien fait. Mais c'est justement au tribunal que les choses commencent à devenir vraiment, vraiment étranges. Alors, regardons un peu les acteurs principaux de cette histoire. On a 2 accusés, Watkins et Deschambault. Mais ils ne reçoivent pas du tout la même sentence. Watkins est condamné pour meurtre, mais Deschambault s'en tire avec une accusation beaucoup moins grave d'homicide involontaire. Le témoin le plus important, Harold Kid Baker, qui était le chauffeur, mais lui, il est carrément acquitté après avoir témoigné contre les autres. Puis en plus, il y a 2 autres suspects, Pierce et Harrison, qui sont toujours en cavale. Déjà, on se pose des questions, non? Et là, la défense de William Watkins, c'est là que ça devient complètement capoté. Pour le défendre, son avocat fait juste venir sa propre mère à la barre. Puis son témoignage est vraiment déconcertant. Elle le décrit comme un pyromane obsédé par les explosifs qui voulait tuer tout le monde. OK, ça nous dresse le portrait d'un gars pas mal dérangé, c'est sûr, mais ça explique absolument pas pourquoi il aurait tué cet épicier-là. Il n'y a aucun mobile. Alors, l'affaire a l'air classée. Watkins est en prison, Deschambault aussi, puis la vie continue. Mais vous vous en doutez, l'histoire est loin d'être finie. 8 ans plus tard, un événement complètement inattendu va venir tout brasser les cartes. Et voilà, en 1932, cette manchette-là explose dans les journaux. Richard Dick Pierce, un des gars qui s'était sauvé en 1924, vient de se faire arrêter. Ça faisait 8 ans qu'il se cachait, qu'il vivait sous un faux nom. Son arrestation vient rouvrir complètement le dossier et ça prouve que la justice était loin d'avoir le fin mot de l'histoire. 8 ans. Pensez-y 2 secondes. En matière de justice, c'est une éternité. 8 longues années pendant lesquelles un meurtrier recherché a réussi à disparaître, à se fondre dans la masse. Comment c'est possible? Qui l'a aidé à se cacher? Et puis pourquoi son secret éclate maintenant, après tout ce temps? L'arrestation de Pierce, ça change complètement notre perspective sur l'affaire. On parle plus juste de jeunes délinquants qui ont fait un mauvais coup. Non. Là, on entre dans le monde du crime organisé du Montréal de la Prohibition. Faut se rappeler qu'à cette époque, l'alcool est illégal aux États-Unis, ce qui se transforme Montréal en plaque tournante de la contrebande. C'est une ville de tous les excès et ce meurtre pourrait bien être une petite pièce d'un casse-tête beaucoup, beaucoup plus grand. Et au cœur de ce monde interlope, on retrouve qui? Harold Kidd Baker et Richard Pierce. C'est pas des petits voleurs de rien du tout. Ils sont liés au Kidd Baker Gang, une bande très active dans la contrebande et connectée à toute la pègre de Montréal. Fait que le témoin clé qui a été acquitté et le fugitif qui s'est caché pendant 8 ans, ils font partie du même milieu. Coïncidence? Je pense pas. OK, faisons le point sur les faits qui marchent pas avec la thèse du vol qui a mal tourné. Premièrement, et c'est le plus gros morceau, rien, absolument rien, n'a été volé. Deuxièmement, la rapidité, la précision du meurtre, ça ressemble pas mal plus à une exécution. Troisièmement, le chauffeur du groupe est libéré comme par magie. Et finalement, on sait maintenant que les suspects sont liés au crime organisé. L'hypothèse du vol, elle ne tient juste plus la route. Mais si c'est pas un vol, alors pourquoi tuer un simple épicier? C'est ça la question. Et la clé du mystère, elle se trouve peut-être du côté de la victime elle-même. Qui était vraiment François-Xavier Beauvais? Les archives généalogiques nous donnent un premier aperçu. On voit ici son nom dans le recensement de 1921.
C'était un homme avec une histoire, une famille, une vie, bien avant de devenir une simple manchette de journal. En creusant encore plus loin, on découvre ses racines familiales bien ancrées au Québec. On le voit ici avec ses parents, Joseph Beauvais et Marie-Délia Bourbonnaise, et toute sa gang de frères et sœurs. C'est pas juste une victime anonyme, il fait partie d'une longue lignée. On commence à voir l'homme derrière le nom, mais ça nous donne toujours pas de mobile. Et c'est là qu'est toute l'énigme. Est-ce que ce gars-là était juste à la mauvaise place, au mauvais moment? Ou est-ce que son épicerie servait de façade pour d'autres activités, disons, moins légales? Était-il un concurrent qui dérangeait un gang de contrebandiers? Un partenaire qui en savait trop? Ou pire encore, un informateur pour la police? Toutes ces questions-là restent sans réponse. 100 ans plus tard, on se retrouve donc avec deux histoires complètement différentes. L'une est simple, presque rassurante, l'autre est complexe et pas mal plus inquiétante. Et entre les deux, la vérité reste cachée. Mettons les deux théories face à face. D'un côté, on a le vol raté. C'est la version qui a permis de fermer le dossier bien vite en 1925. De l'autre côté, on a le contrat du crime organisé. Une exécution déguisée qui expliquerait pourquoi rien n'a été volé et pourquoi certains suspects semblent avoir été protégés par le système. Les questions qui restent en suspens, elles sont nombreuses et elles sont troublantes. Le rôle exact de Kid Baker, la cavale de Pierce, la rapidité du procès de Watkins, chaque petit détail semble cacher quelque chose. Est-ce que tout ça, c'était une façon de protéger des gens plus puissants ou même d'éviter de mettre au grand jour la corruption qui rongeait Montréal à l'époque? Le vrai mobile, lui, on l'a toujours pas. Au final, ça nous amène à nous poser une dernière question. Après un siècle, alors que tous les témoins, tous les acteurs de cette histoire sont morts et enterrés, est-ce que la vérité peut encore sortir des archives ou est-ce que certains secrets sont juste destinés à mourir avec leur époque? Tout ce qui reste finalement, ce sont ces traces de papier. Cet acte de décès écrit à la main, un peu jauni par le temps, c'est le point de départ et le point final de l'histoire officielle. Mais derrière ces quelques lignes d'encre, il y a un mystère qui, même 100 ans plus tard, continue de nous hanter.